On change de cadre pour ce bonjour exceptionnellement, pour avoir le propriétaire du vidéoclub depuis 10 ans, Monsieur Patoche. Ouais. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cet OP Frisson spécial, une petite série B sans prétention. J'ai oublié le texte. Tu se crois cet accent de merde. J'ai voulu tenter un accent roumain, mais ça n'a pas marché. Bon. Bonjour et bienvenue dans cet OP Frisson spécial, une petite série B sans prétention. C'est toujours mieux qu'un blockbuster foireux qui se la pète. My daddy said the only thing sadder than a half-empty glass of whiskey is when both halves are empty. Et ouais, ce mois-ci, on continue de mettre en valeur des petits directs tout DVD crétins mais jouissifs pour contrer l'armada de super-héros en pyjama moulant dont le sérieux affiché le dispute souvent au ridicule. Je vous jure que si vous ne me la ramenez pas, je vous fais massacrer. Car à trop rencontrer un succès à la mesure du manque d'exigence totale d'un public prêt à bouffer n'importe quoi pour peu qu'on lui promette du hype facile, du mature prépubère ou de la sombritude digne d'un épisode de Oui Oui, les blockbusters se suivent sans prendre de risques, se ressemblent pour se rassurer et font du beurre sur des fantasmes de plus en plus bien pensants. So it's my humble opinion that if everybody thought like you, the world would be a better place to live in. Les petites séries B voire Z que je vous ai sélectionnées ce mois-ci ont beau être pour la plupart ratées, limite indéfendables et souvent d'une putasserie digne d'un routier aviné perdu dans la Creuse, elles ont au moins le mérite de ne jamais se prendre au sérieux, de ne pas prétendre porter du sens, surtout quand ils s'adressent aux écolières, et d'assumer leur concept, quitte à ne pas savoir qu'en faire en cours de route. There's no control. Control is an illusion. There is no control. Il y a même chez certains d'entre eux la dimension d'un baroud d'honneur ou d'un chant du cygne qui nous fait dire qu'une certaine idée du cinoche de genre a disparu pour laisser place à une institutionnalisation forcément castratrice, comme en témoigne l'annonce hautement improbable, ridicule, absurde et qui me met en rogne d'un Expendables 3 qui passe désormais sous la barre des PG-13. Quoi? Foutez-vous tout de moi? J'ai pas besoin qu'il y ait de la violence dans un film pour que ça soit bien. Je m'en fous que ça soit R ou que ça soit PG-13. Mais là, c'est intrinsèque, tu vois, au concept Expendables. Ce qui est marrant, c'est quand même d'avoir Dolph Lundgren qui coupe un mec en deux avec son fusil à pompe, quoi. C'est ça qui est rigolo. Tu m'enlèves ça et tu me fais du cucul-à-praline avec des gamins qui vont te dire, qui vont passer la moitié du film. Ah ouais, alors tu sais pas utiliser Twitter, t'es vraiment trop nul. Tu sais pas faire un Facebook, t'es vraiment trop nul. Et les autres qui vont te dire, je suis trop vieux pour ces conneries. Bon, tu le sens venir d'avance. Et si Stallone baisse lui aussi son froc à l'homme d'un monde dominé par du Marvel tendance Kinder Surprise, alors c'est notre droit à aimer un cinoche sale, mal pensant, hardcore et subversif qui se voit piétiner. Confirms my earlier diagnosis. You're fucked. Bref, en attendant, avec un espoir tout relatif de l'actionneur qui retrouve ses coronesses, on se rabat sur du bis aussi safe qu'un préservatif aromatisé à la rhubarbe, mais qui au moins prouve qu'il a un peu d'envie et pas que des brousoufs dans la tête. Mais contrairement à nos habitudes, nous allons commencer par un film qui n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire, parce que celui-là, il n'existe que pour engranger un max de pépettes. Money, money, money. Hey, Marshall, you and I are gonna have a conversation. Don't you walk away from me. Here's what's gonna happen. You're gonna go back to your seat, you're gonna sit down, and you're gonna shut up. What? From one cop to another. You know. On attaque cette émission avec la grande alternative au blockbuster Marvel, dont le principe de production, en gros faire riche avec 2,50 francs, fut initié par Luc Besson, puis pompé par à peu près tous les producteurs du monde, jusqu'à atteindre Joel Silver, le seul capable de passer après la bataille et de transformer la bouse en or. Je parle bien sûr des Taken Like, dont Non-Stop, toujours avec Liam Neeson, et le dernier Avatar est probablement un chant du cygne assez définitif.
Bon, c'est parce que le concept est simple que tout le monde essaie de le copier, mais sans vraiment se demander si au-delà d'un scénar crétin, à base d'anciennes gloires du cinoche qui recherchent sa fille, sa femme ou son hamster domestiqué, il n'y aurait pas de raison plus profonde, voire cinématographique, sait-on jamais, pour que la sauce prenne sur la seule base de l'ersatz mercantile pour un public bovin dont on aime présupposer les goûts. Then what's it about? I'm not sure. Contrairement à Besson lui-même, qui depuis Taken se ramasse régulièrement en essayant de refourguer des concepts à l'identique, Joel Silver est peut-être le seul à avoir réellement compris et le poids de Liam Neeson dans la balance et la nécessité d'un réal et d'un monteur efficace à défaut d'être audacieux. Taken, il y a des idées situationnelles à certains moments qui fonctionnent, et il y a tout simplement la puissance du montage, la puissance de la mise en scène qui fait que 3-4 passages du film sont réellement intenses. Bon, le kidnapping de la fille est une super bonne idée, qui marche très bien, qui est bien montée, qui est bien filmée. C'est nul scénaristiquement, mais il y a ces moments-là qui donnent à ces films cette dimension tout simplement captivante qui est le minimum syndical que tu exiges dans ce type de film. Non-stop, moi j'y suis allé le voir comme Sans Identité, encore, les deux sont pas des bons films. Mais bon, voilà, il y a une exigence qui est quand même un minimum d'efficacité, un minimum de petites idées qui fait que tu as envie de rentrer dedans, et que ce sont les deux seuls, entre guillemets, sous Taken, qui marchent plus même que les sous Taken que fait Besson lui-même. Mark's dead. Now, you're wasting time. Mark, Agent Marks, you are hereby relieved of duty. Do you hear me? In 3 minutes, someone on this plane is gonna die. Do you hear me? Avec Sans Identité, il n'avait pas essayé de remplacer Liam Neeson, que le public respecte sans doute 1000 fois plus que Kevin Costner ou Zoé Saldana, et il avait surtout confié la réal au yes man Jaume Collet-Serra, dont le sympatoche Esther prouvait qu'il savait diriger ses acteurs et entretenir un minimum de suspense. Résultat, un carton au box-office qui prouve que la formule tient moins sur son concept que sur un fantasme de casting et d'exécution. Avec Non-Stop qui reprend exactement la même équipe en remplaçant Diane Kruger par Julianne Moore dans le rôle le plus potiche de sa carrière, le concept, en gros Liam Neeson qui se faille des terroristes dans un avion, passe après le fantasme Liam Neeson qui se suffit à lui-même et une exécution qui, durant la première heure, est d'une efficacité certes grossière mais indéniable. On a beau se marrer devant le défilé caricatural de passagers suspicieux au début du film, on est vite happé par le whodunit et cette bonne idée racoleuse de conversation SMS en surimpression sur l'image. T'es happé par le truc, t'as envie de savoir c'est qui le connard qui lui envoie un SMS. Et du coup, toute la conversation se fait par SMS qui se visualise à l'écran. Et je trouve que le Collet-Serra s'en sort pas trop mal dans la mise en scène de quelque chose qui fondamentalement est de la non-action. Ça pourrait être chiant, ça l'est pas. Silver n'est pas con, il a un concept fun, des acteurs en béton armé et un réal qui sait apporter sa patte pour servir la soupe. Mais ne nous y trompons pas, ça reste de la bonne grosse soupe coupée au Lexovil. L'acteur est là, le concept est là, mais une fois le mystère posé, on sait plus quoi en foutre. Et quand le scénar patine, ou que les enjeux pourris sont révélés, pas de problème, Liam Neeson va filer quelques coups de salade dans les chiottes de l'avion, ou fait tout péter pour que la nullité du script s'oublie sous le fatras de la tôle froissée. C'est qu'à un moment donné, il se passe des trucs, t'es pris dans le suspense, et tu dis, bon bah là, il va falloir qu'il y ait une révélation, un truc, il faut qu'il se passe un truc, parce que c'est chiant un avion quand même. Allez, baston dans les chiottes. Il prend un mec, bam, qu'à toute la danne, il revient, fait bon alors, on continue la conversation. Bref, du sous-Taken qui se respecte, mais qui se fatigue tout seul, s'agite pour rien, et révèle malgré ses moulinets dans le vide, que la formule tant rêvée est déjà à bout de souffle, désuète et condamnée. Les quelques emprunts ratés au territoire des loups devraient définitivement convaincre Liam Neeson d'arrêter les frais et de rebosser d'urgence avec Carnahan. For redemption. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Attention, si je vous dis un DTV avec Jean-Claude Van Damme qui se passe dans le désert autour de Vegas, une accroche qui vante le croisement improbable entre Reservoir Dogs et L'Homme des Hautes Plaines, rien que ça, et un titre français et Duel qui promet de la bonne baston de supermarché,
Vous vous dites sans doute que c'est à peine digne du dernier Peter Yams et qu'il vaudrait mieux zapper pour ne pas perdre 2 heures de votre vie. Hasn't moved in 10 years. Neither have my bowels, but one day, God willing. Vous avez probablement raison, mais Swelter, c'est le titre ricain, est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore les DTV. Swelter! Car si le film est certes plus proche d'un Rodriguez que d'un Tarantino, il n'a strictement rien à voir avec ce que sa jaquette promet. Déjà que les choses soient claires, Swelter n'est pas un film de Van Damme comme on parlerait d'un film de Steven. Ce n'est pas un film d'action, ni une comédie qui se moque de lui. Et ce n'est pas non plus un film dans lequel notre inénarrable belge ne fait qu'un caméo. Non, Swelter est un polar noir qui pompe ouvertement Tarantino, mais qui, malgré son statut de DTV opportuniste, a parfois des ambitions narratives et visuelles. Fuck, God damn it! Fuck you up, man! Van Damme a un second rôle, mais un vrai second rôle, et un second rôle dans lequel, incroyable, il ne fait pas de grimaces, pas de blagues, pas de sourire niais, pas de gestuelle crâneuse digne d'un théâtre de guignol, pas de grand écart facial, et pas de high kick des familles en mode karatéka du dimanche. Pas de baston, un peu de fusillade, mais il n'y a pas de baston. Il n'y a pas trop de fusillade non plus. Hein. C'est plutôt des mecs en costard dans le désert qui se la racontent un petit peu, tu vois, et qui se chauffent avec les mecs qui jouent au billard, tu vois. T'as un bon résumé du film. Non, Van Damme joue un gangster sobre, taciturne, touchant, qui même dans une ou deux scènes clés s'avère très convaincant, ce qui, vous me l'accorderez, est pour le moins surprenant, surtout après ses pantalonnades précédentes, qui fait des trucs que je ne l'ai jamais vu faire dans un film. Car il y a une espèce de scène où il se fait ouvertement draguer par une espèce de tenancière de bar. I like your hair. You look pretty good yourself, cowboy. Et il est pas dans je fais le kéké, je te drague. Il est dans le mec qui en même temps est attiré par la nana, mais veut pas trop le montrer. Il est juste. Faire jouer le truc, j'ai fait, c'est ouf. Mieux, il est l'âme silencieuse d'un film qui ne gravite jamais autour de lui, mais qui, sans son personnage, n'aurait pas le même sens. C'est que le projet Swelter, dont le concept est plutôt cool au demeurant, n'a pas été initié autour de lui. C'est le producteur qui a suggéré à Keith Palmer, dont il s'agit du premier film, de penser à Van Damme pour un rôle qui, il faut bien l'avouer, lui va comme un gant. Et bien que moins présent que d'autres acteurs du film, il est le pendant du flic joué par Lenny James, qui lui tient en réalité le rôle principal. Alors bien sûr, l'ombre de Tarantino devient parfois celle de Rodriguez, et la mise en scène, beaucoup trop sous influence, parasite ce western moderne qui aurait eu tout à gagner à ne pas mimer en permanence le réalisateur de Kill Bill et celui d'une nuit en enfer. So these 4 guys walk into a bar. Car Keith Palmer a des idées et surtout, ce qui est rare dans un DTV pour marcher du film, un vrai amour des codes du western et une vraie capacité à créer une mythologie sur son contexte, en l'occurrence une ville paumée dans le désert, sorte de bout du monde moribond qui n'abrite que des fantômes. C'est-à-dire que le mec, tu sens qu'il aime les westerns. Qu'il aime les westerns modernes, qu'il aime les films d'Eastwood, qu'il aime les films de Tarantino, tout ça, la poussière, le désert, la chaleur, l'étranger qui arrive en ville, la mythologie à créer de la ville, c'est-à-dire donner à la ville la dimension d'un personnage, qu'elle en devienne presque charnelle, qu'elle soit le lieu où tous les personnages, une sorte de catharsis de leurs problématiques, quoi. There's 2 kinds of people in this town. The dead and the dying. I wonder which are we. Et tout ça, il le fait. Ça passe dans des dialogues, ça passe dans quelques plans, ça passe dans certaines situations. Ça aurait été super bien filmé, super bien amené, ça aurait tout défoncé l'idée. Et c'est juste un problème d'exécution. Je le dis souvent, mais ne serait-ce que d'avoir le sentiment que j'ai eu un mec qui était branquignol un peu, qui sait pas trop comment faire, mais qui a envie de bien faire, eh ben, rien que cette envie-là, elle fait plaisir. Ça me suffit maintenant aujourd'hui. What do the Navajos say, Keith? Pretty much the same thing. Pour toutes ces raisons, Swelter est un film fragile, plombé par un montage inepte et des influences trop marquées, mais fondamentalement attachant. Mais il faut le mater. Quand on suit la carrière de Van Damme ou de Steven, il y a des caps qu'il faut regarder. Tu as vu Welcome to the Jungle depuis que j'en ai parlé la dernière fois? Ah moi non. J'ai pas le temps, Yann. Mais non, mais évidemment, tu vas te taper tous les Marvel qui sortent. C'est tellement mieux. Marvel? C'est tellement... Hein? Ah, je suis Magneto.
Je vais mettre aucune couleur autour de moi, juste pour te montrer que je suis sombre et ténébreux. Bon, au moins dans le Van Damme, tu vois, il y a le désert, il y a la chaleur, il y a la canicule, c'est sale, il y a de la poussière, il y a du sang, il y a des tripes, il y a du cul, quoi. Purée, c'est pas des mannequins parfaits qui font des trucs parfaits avec des effets spéciaux parfaits où tout est parfait et où tout est chiant. Bref, ne serait-ce que pour découvrir Van Damme aux antipodes de ce qu'il fait d'habitude, l'amateur de DTV peut succomber. En revanche, le cancre qui n'attend de lui que du ridicule peut vite passer son chemin. You know, prison is a funny thing. When inside, it's like an eternity. Then, they give you back an old suit, $30, a bus ticket, to go back to life. And it feels like it was just yesterday, but... It wasn't yesterday. Fucking 10 years ago. We lost 10 years. Pour finir, on s'attaque à du lourd. Pas de la série B à petit budget, mais du bon gros blockbuster des familles en provenance de Hong Kong. Genius. Mais pas n'importe quel blockbuster, mais brave, le dernier film d'action de Jackie Chan, selon ses propres dires, et surtout, le dernier volet attendu depuis plus de 20 ans des Armor of God, sa franchise délirante inspirée d'Indiana Jones. Après Mr. Dynamite et Opération Condor, qui incarnait l'apogée de sa carrière, voici donc Chinese Zodiac. Si le film n'atteint jamais, mais alors jamais, le niveau de ses modèles, il propose par instant du fun comme on n'en fait plus et nous rappelle surtout pourquoi on aimait tant le cinéma de Hong Kong. Alors oui, ceux qui n'en ont rien à cirer de Jackie Chan, comme ceux qui espéraient que ce troisième volet des Armor of God soit à la mesure des précédents opus, ne vont pas hésiter à défoncer ce film destiné aux mioches, qui hésitent en permanence entre ce qui avait fait le succès des Jackie Chan de la belle époque et le racolage tendance niaiserie internationale dont il nous affuble depuis ses escapades hollywoodiennes à la Rush Hour. Le film est d'ailleurs une sorte d'Astérix à la sauce HK, crachant la thune parfois pour rien, multipliant les décors riches pour en mettre plein la vue et pour flatter les marchés occidentaux, assénant des blagues sous forme de clin d'œil à la franchise, balançant sa dose de caméos sans intérêt, le tout en s'assurant bien que le scénar soit le plus minimaliste et bien pensant possible. Et bien sûr, le film en fait aussi trop en termes cinématographiques. Trop bavard, trop racoleur, trop long, trop cucu. Reste que l'atmosphère générale de ce Chinese Zodiac, plombé dans sa première heure par une virée française un peu lourdingue, devient vite attachante et on a parfois le sentiment de revenir 20 ans en arrière et de se reprendre en pleine poire la bonhomie d'un Jackie Chan qui n'a peur de rien, ni des blagues râles et pâquerettes, ni de la grandiloquence de sa mise en valeur, ni de certaines cascades, même si le bougre est souvent doublé, câblé et ultra sécurisé. Dès la scène de pirate dans une île, il retrouve sa folie de Buster Keaton chinois, à travers laquelle s'enchaînent parfois jusqu'à l'overdose 1000 idées de mise en scène, de chorégraphie et d'humour potache. Le coup de la roquette qui se retrouve coincée dans une liane et puis après qui se met à balancer comme ça devant tout le monde et tout le monde est en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. C'est des scènes qui marchent super bien. Le top étant atteint dans la scène finale qui enquille tout ce qui nous faisait kiffer à l'époque. Des scénographies de combat monstrueuses qui utilisent brillamment leur contexte, des mouvements de grue ouf dans des décors gigantesques, des prouesses martiales jouissives, comme cette fight entre deux nanas ultra douées, et j'en passe.
C'est sûr, Jackie se repose sur ce qui a fait son succès et parfois s'enferme dans le cadre très rigide de sa note d'intention professionnelle, mais pour un baroud d'honneur, il n'a franchement pas à rougir. Opération Condor méritait sans doute une suite plus péchue, plus audacieuse, plus old school que ce gouffre à pognon très propre sur lui, mais Chinese Zodiac, s'il ne bluffe pas autant que ses aînés, a quand même pour lui une certaine idée du fun, et c'est tellement rare aujourd'hui que je n'ai pas envie de faire la fine bouche. Yes! Yes! Moi j'intime la jeune génération qui ne connaît pas ou qui a une image ridicule de Jackie Chan à cause des Rush Hour ou des Shanghai Kid et tous ces trucs-là, d'aller se remater ça. Faut revoir Mr. Dynamite, faut revoir Opération Condor, faut revoir Le Marin des mers de Chine. Après, moi je dis, il y a un chef-d'œuvre absolu qui est Drunken Master 2. C'est juste une pierre là, comme ça, intouchable. Il y a des perles du cinéma de kung-fu des années 80-90 qui... Pour ceux qui sont en train de se pignoler sur du Marvel en disant « Ah là, t'as eu la bonne idée de ça !» Non mais je leur dis, mais matez ces films. Vous avez 12 000 idées de folie à la seconde. Les mecs, ils inventent des trucs à la seconde. C'est du cinéma de ouf. Ça, c'est du cinéma, quoi. Opération Frisson, c'est enfin terminé à 3h du matin pour cette dernière émission de la saison. Je peux pas te dire give me the DVD, you punk motherfuckers, parce qu'on nous a pas donné les jaquettes. Je vous rappelle vite fait, duel avec Van Damme, surtout pour Van Damme. Chinese Zodiac, parce que c'est vraiment le dernier film d'action de Jackie Chan. Quand même lui rendre hommage, ça vaut le coup de le regarder. Et Non-Stop avec Liam Neeson, vous pouvez le jeter à la poubelle, vous en passer, ou alors vraiment le regarder d'un œil si vous êtes complètement défoncé. Sur ce, c'est la dernière émission de la saison. On se retrouve à la rentrée en septembre avec plein de films super. Je vous souhaite donc bonnes vacances. À plus. Ciao. Allez-y les gars, je vous libère. Passez de bonnes vacances. Ça, c'est du cinéma, quoi. Genius.